continue avec un nouveau témoignage, celui de Renaud, où on va encore parler justement de valeur. Comment le CRM utilise la data pour passer du volume à la valeur avec Equancy. J'ai le plaisir d'appeler Wassima Zakraoui, qui est directrice digitale et CRM France pour Renaud, aux côtés de Bertrand Delacelle, partenaire chez Equancy. Bonjour à tous les deux. Bonjour Wassima. Bonjour Bertrand. Ravi d'être avec vous tous aujourd'hui, ravi d'être avec toi. On va quand même parler d'IA générative, mais un peu à la fin. On va parler de data, on va parler de business. On va échanger avec vous aujourd'hui sur le chemin qu'on a parcouru avec Renaud et les équipes de Wassima en France depuis un peu plus d'1 an maintenant, et qui nous a vraiment donné envie d'échanger avec vous aujourd'hui. On a des choses à partager avec vous, on est vraiment sur un chemin. On est vraiment sur un chemin d'expérimentation sur tous les sujets, autour de la data, autour de l'IA. Et c'est ça qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Moi, quand on a démarré notre collaboration, Wassima, je me souviens très bien de notre tout premier meeting. On est fin août, début septembre l'année dernière, et tu nous as donné une direction très très claire. C'est vrai. C'est vrai que moi, quand j'ai travaillé avec Bertrand, quand on a commencé, mon point, c'était de dire j'ai envie qu'on ait une approche un peu différente parce que j'en avais un peu assez de... Alors, pardon pour tous les consultants qui sont dans la salle, je m'excuse d'avance, mais j'avais un peu assez de cette approche où j'arrive avec la solution miracle, avec l'approche qui est top et où finalement, tout ce que vous faisiez avant, c'était un peu nul et il faut partir sur un nouveau truc. Moi, c'était un peu cette approche-là, me dérangeait un petit peu parce que ça fait quand même pas mal d'années que côté Renault France, on travaille notre base de données, qu'on travaille notre CRM, mais surtout, c'est arrivé au moment où on en parlera un petit peu après sur la nouvelle stratégie de Luca De Meo, la Renaulution, où c'est vrai qu'on était aussi dans une période un peu charnière, où on avait des choses qui bougeaient aussi au niveau de nos équipes centrales. Mais côté France, il fallait qu'on trouve le bon équilibre pour continuer, je dirais, à évoluer, donc en capitalisant sur ce qu'on faisait déjà, mais en patientant un petit peu parce qu'il y avait des choses qui allaient bouger également en interne. Donc c'est comme ça que je dirais que notre collaboration a commencé. Et on a commencé dans un contexte que vous connaissez sans doute, contexte automobile, un marché qu'on va appeler durablement faible. Pour donner un ordre d'idée, en Europe, avant le Covid, il se vend 17 millions de voitures par an. Après le Covid, 14 millions. En France, c'est 30% de baisse. C'est une marche forcée vers l'électrification, 2035, que des voitures électriques vendues en Europe. Et ça, c'est une transformation ultra rapide qui est demandée à l'industrie, qui est demandée aux infrastructures, qui est demandée aux clients. Et dans ce contexte-là, la performance du groupe Renault, jusqu'en 2020, elle était plutôt affaiblie. C'est vrai. Et c'est vrai qu'en janvier 2021, Luca De Meo a lancé le plan Renaulution, dont je vous ai parlé en introduction. Et il y avait 3 objectifs majeurs. Le premier qui est la montée en gamme. Quand on parle de montée en gamme, on parle de montée en gamme des véhicules, des équipements, des finitions, etc. Vraiment pour avoir des produits qui ont de la valeur pour le client et pour la marque. Le deuxième, qui était un objectif majeur, qui était la réduction des coûts. Et ça passait pour nous un changement de politique commerciale, avec notamment une baisse, voire une rupture complète au niveau des remises commerciales. Et la troisième, que vous avez tous dû voir sur vos écrans, qui est la refonte de la marque. Donc ça, vous l'avez beaucoup vu à travers nos communications, où on capitalise davantage sur notre histoire pour répondre à tout ça. Et c'est vrai que quand on parle du passage du volume à la valeur, au-delà de ça, c'était aussi un changement radical pour toutes les équipes, parce que là où on courait, je dirais, pour tous les commerciaux, la course aux immatriculations en fin de mois, c'est vrai que là, il fallait qu'on change complètement notre paradigme. Et donc, ça nous a tous influencés au niveau de la direction marketing, et notamment au niveau de nos actions, au niveau CRM. Et donc, des impacts très forts sur le marketing client et sur le CRM en particulier. Les véhicules se transforment. Aujourd'hui, les véhicules que l'on voit apparaître sont de plus en plus technologiques, ont de plus en plus de contenu, des fonctionnalités qu'ils n'avaient pas quelques années auparavant. Les motivations d'achat, elles évoluent. Historiquement, on achète une voiture pour son prix, sa qualité, pour la marque. Mais il y a des motivations d'achat qui se rajoutent à celles-là, à ces motivations primaires, autour des préoccupations environnementales, autour de la connectivité. Et enfin, il y a les modes d'usage qui changent complètement. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié des ventes en France qui sont réalisées en location et non pas en possession.
Donc on n'achète plus sa voiture, bientôt plus personne ne l'achètera d'ailleurs, et on va faire un mode d'usage qui est radicalement différent de celui qui était avant. Donc ce passage du volume à la valeur, il a des conséquences directes, et le marketing client, le CRM, ont un impact direct sur cette stratégie. Ouais, effectivement. Il y avait 3 enjeux pour nous. Déjà, le premier, c'était comment mieux cibler les prospects, parce que c'est vrai qu'un changement de marque, ça nous a fait venir de nouveaux clients. Donc, il fallait qu'on voit comment est-ce qu'on atteignait cette nouvelle cible de clientèle. Mais également, dans le même temps, il fallait qu'on trouve le moyen de conserver nos clients actuels. Donc, c'était un équilibre qu'il fallait essayer de trouver. Donc, ça, dans nos ciblages, il fallait qu'on le travaille également dans nos communications. Le deuxième enjeu pour nous, c'était comment développer de nouveaux scores, en plus de ceux qu'on avait déjà, pour aller un peu plus loin dans nos ciblages marketing. Et enfin, le dernier, et c'est celui-ci qui est peut-être le plus complexe, c'est comme on démultiplie les scores, comment est-ce qu'on va faire pour avoir plus de communication avec des versions différentes, des messages un peu plus personnalisés. Et c'est là où est l'un de nos plus gros enjeux également pour personnaliser ces communications. Donc voilà, donc c'est vrai que ce qu'on se dit sur le sujet, c'est que les clients d'hier, ça vous l'avez compris, ce ne sont pas ceux de demain. Hein. On ne va pas aller jusqu'à Don't Look Up non plus. Mais c'est vrai que notre changement de manière de fonctionner, c'est qu'on passe vraiment d'un CRM qui est plutôt orienté volume, orienté produit, à un CRM qui est davantage orienté client et qui tient compte de leurs caractéristiques et donc qui est centré sur la valeur. Vous l'avez compris, en fait, on est dans une industrie qui se transforme en profondeur. Qui ne peut plus fonctionner comme elle a fonctionné auparavant. Même d'ailleurs dans les marchés plus éloignés, même en Chine, on est d'ores et déjà sur un marché de remplacement. Donc on a toute une industrie automobile mondiale qui ne peut plus fonctionner en industrie de croissance volumique et en industrie d'équipement, mais dans une industrie de remplacement. Et quand on est dans une industrie de remplacement, on ne peut plus fonctionner avec le volume, y compris sur les communications et y compris sur le CRM. Donc nous, on a lancé 3 chantiers, enfin on a lancé évidemment plein d'autres, mais il y en a 3 dont on voulait vous parler aujourd'hui. Le premier, c'est de développer une segmentation qu'on a appelée Always On. Vous allez voir après en quoi c'est une vraie différence par rapport à la manière dont on a segmenté historiquement dans l'automobile. Ça, c'est pour mieux connaître les clients. Le deuxième chantier, c'est de mieux cibler, donc améliorer et développer les scores. C'est un peu une répétition parce que pour la segmentation Always On, on utilise des scores. Donc tout ça, c'est de l'IA. De l'IA, on va dire, traditionnel, puisqu'on l'appelle comme ça maintenant. Et pour arriver à faire tout ça et à l'exploiter, on explore aujourd'hui évidemment les capacités de l'IA générative, comme on l'expliquera juste après. Historiquement, les segmentations automobiles sont fondées principalement sur le véhicule acheté. Ça fait des décennies qu'on fait comme ça dans l'automobile. Dites-moi ce que vous avez comme voiture, et en gros, je vous dirai qui vous êtes. Petite question, qui n'a jamais vu, ou s'est jamais assis, ou n'a jamais conduit une Clio dans la salle? Non. Voilà. Même vu. Je vais au fond. Je pense que là, quand on arrive, j'en ai vu. Je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas le permis, il y en a peut-être qui n'ont pas le permis dans la salle, mais tout le monde connaît cette voiture. Ça fait 30 ans qu'elle existe, on en est à la 5e génération, elle a toujours été première voiture vendue en France, ou 2e ou 3e suivant les années. Et c'est justement le cas de Clio qui nous a amené à changer notre logique, parce que c'est vrai que quand on a une grosse base de données, c'est vrai que nous, chez Renault, on a une base de données qui est assez conséquente, notamment parce qu'on peut toujours acquérir les données d'immatriculation 3A. Donc c'est vrai qu'on a des clients, des prospects. Et c'est vrai que la segmentation, je dirais traditionnelle, où je vais prendre le modèle, je vais mettre un segment de clientèle, c'est un mode de fonctionnement, je dirais, plutôt classique, mais qui est nécessaire quand on veut faire des communications avec du volume et avoir une approche qui soit, je dirais, plus simple aussi à appréhender par l'ensemble des équipes marketing. Mais c'est vrai que là, on a changé de logique parce que Clio nous a amené, j'ai celui dans la base de données qui a acheté sa voiture il y a peut-être 5 ans, il l'a acheté en plus d'occasion, il y a celui qui l'achète neuf, il y a celui qui a pris telle finition. Et en fait, on a tellement de profils différents là-dessus que sur la segmentation qu'on a travaillée, elle est vraiment basée sur des scores en fait, de raison d'achat, d'appétence pour comprendre pourquoi tel client a choisi cette Clio, parce que finalement, c'est un même produit, mais les motivations pour le prendre sont complètement différentes et les finitions également. Donc c'est vrai que ça a été ce point-là qui nous a dit faut qu'on change la manière de faire, en sachant qu'on ne peut pas non plus complètement abandonner l'ancienne version de la segmentation, parce que cette nouvelle segmentation, elle dépend aussi beaucoup de la profondeur de données qu'on a. Plus j'ai de données, plus je peux travailler sur des scores, etc. Mais quand j'en ai un petit peu moins, il faut quand même que je continue
continue à travailler. Donc c'est vrai que dans la manière dont on a travaillé, on a fait en sorte de combiner, je dirais, le meilleur des deux mondes, le monde traditionnel où quand j'ai un peu moins de data, je veux quand même continuer à activer certains contacts, mais quand j'ai beaucoup plus de données, comment je fais pour être beaucoup plus pertinent dans mon approche, et donc ceux pour lesquels j'ai plus de données qui sont en entrée, du coup je ne vais pas forcément les contacter au même rythme, et c'est là où on switch dans notre manière de fonctionner, où on est plus centré sur l'attente client. Donc on va plus être entre guillemets sur une sorte de stratégie pool où on va aller vers le client, mais quand lui va attendre une réaction de notre part, et pas forcément sur un marketing produit où c'est nous en tant que marque qui parlons quand finalement on a un produit à pousser. Donc, tout ça nécessite de nouveaux scores. Historiquement, pareil, on cible avec des campagnes de lancement, de soutien, les clients prospects qui renouvellent. Vous aviez acheté ça, vous avez ça, on a la nouvelle génération qui arrive, vous avez sans doute envie de l'acheter et on essaie de faire en sorte que vous l'achetiez en vous déclenchant une communication à ce moment-là. On arrive à peu près à savoir quand est-ce que les gens vont renouveler. Mais en fait, ça suffit plus maintenant et il faut être capable de bien mieux cibler les clients, quitte à parler à beaucoup moins de clients grâce à ce développement de nouveaux scores. Ouais, c'est ça. Et il fallait aussi réussir, on parle beaucoup d'industrialisation, mais c'est quand même un enjeu majeur d'industrialiser les scores. Et c'est vrai qu'on a pris, nous, toutes nos données et on a développé, finalement, on combine beaucoup de scores. On a des scores de raison d'achat, d'appétence à la marque, d'appétence à des technologies, parce que c'est vrai que le marché, comme on le précisait, se transforme. On part sur des technologies qui sont plus e-tech, électriques ou hybrides. Donc, comment est-ce qu'on identifie ces clients-là? Des scores de switch, donc d'appétence à une autre marque, ou bien des scores de fidélité à la marque. Et c'est tout ça qu'on a combiné pour finalement délivrer cette nouvelle segmentation et ces nouveaux scores. Donc on ne s'interdit plus en fait, de parler à beaucoup moins de gens, mais de parler dans une forme de dialogue, pour reprendre l'intervention précédente, en sachant beaucoup plus sur pourquoi ils ont acheté et pourquoi ils changeraient et qu'est-ce qu'ils auraient envie d'acheter à cet instant T et non pas quand ils ont acheté il y a en moyenne 5 ans et demi. Mais pour faire tout ça, une fois que vous avez combiné le nombre potentiel de clients, de prospects, de scores, les dizaines de messages qu'en tant que marque vous avez envie de relayer, vous arrivez à des millions de combinatoires. Et en fait, c'est impossible, avec des budgets marketing qui ne vont pas en grossissant, de faire ça sans l'IA générative. Tout à fait. C'est le sujet sur lequel on est en train de travailler justement en ce moment. C'est comment on va réussir à développer un outil pour justement industrialiser ces contenus qui vont vraiment répondre à toutes ces combinatoires. Parce que c'est vrai, quand on a, comme le disait Bertrand, des centaines de versions, comment je fais pour toujours adresser le bon message? Donc c'est actuellement le sujet sur lequel nous sommes en train de travailler, d'explorer toute cette dimension-là pour gagner en efficacité, en rapidité. Donc ça nous anime un petit peu en ce moment, je dirais. Voilà, donc en synthèse, ce qu'il faut retenir un petit peu sur notre plan d'action pour nos enjeux, déjà c'est cette nouvelle segmentation Always On, donc qui vit en fonction vraiment du rythme de vie du client et de ses aspirations. Donc ça, c'est notre premier chantier. Plus de scores, donc plus je vais développer de scores, plus je vais pouvoir les combiner et avoir des versions différentes. Et l'exploitation de l'IA générative pour développer nos contenus. Et enfin, pour y arriver, on a quand même 3 facteurs clés de succès, je dirais. Déjà, une collaboration entre Equancy et nous. Le changement culturel, on n'en parle peut-être pas suffisamment, mais c'est vrai que quand on passe du volume à la valeur, c'est beaucoup de changements, beaucoup d'habitudes au sein d'une entreprise. Et c'est vrai que le changement au sein des équipes marketing, il est quand même assez... pas brutal, mais faut gérer cette transition, je dirais, et ces changements d'automatisme, parce que l'un de nos points, notamment avec cette nouvelle segmentation, c'est qu'il a fallu embarquer aussi les équipes marketing en dehors des équipes CRM, donc les équipes qui travaillent sur les produits, sur les offres, etc., pour quelque part les faire adhérer en disant là, j'ai besoin d'un message spécifique sur ce type de clientèle-là, qu'est-ce que tu peux me proposer comme offre, qu'est-ce qu'on peut pousser comme message particulier. Donc c'est vrai que ça a transformé notre manière de travailler au sein de la direction marketing, et donc ça, c'est un sujet important. Et enfin, le dernier point pour moi qui est un autre facteur clé de succès, c'est d'être humble dans l'innovation, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de technologies, on l'entend, et c'est super, et c'est vrai qu'avec l'IA générative, on voit beaucoup de choses qui sont hyper stimulantes, mais après, il faut aussi que dans la manière, dans l'exécution, il faut qu'on soit humble et qu'on sache comment amener ces nouveautés. Juste revenir sur ce terme qu'on a trouvé ensemble. Innovation humble, ça ne veut pas dire je vais faire petit,
où je vais faire des POC à n'en plus finir et où je vais démarrer avec le minimum d'investissement. Innovation humble, ça veut dire que on va pas dans le brillant, on va pas dans le fun. On s'assure que ça a une valeur business, on s'assure que ce soit acceptable par l'ensemble de l'entreprise et par les acteurs qui vont voir arriver des choses produites qu'avant ils pouvaient produire eux-mêmes, et s'assurer que ça va être dans une logique de test and learn. Et donc c'est ça ce qu'on appelle l'innovation humble. Il ne faut pas le prendre comme on a démarré petit. Alors nous, Equanti, on n'a pas de masterclass demain parce qu'elle a déjà eu lieu, elle a eu lieu ce matin. Donc à part, je ne sais pas s'il y a des replays, mais à part aller voir le replay de ce qu'on a fait pour Vinci depuis 1 an maintenant en innovation, en IA générative, donc regardez le replay, c'est une forme aussi d'innovation humble. On a travaillé avec eux depuis maintenant 1 an sur ces cas-là. Ça tourne, ça existe, ça génère énormément de choses et de valeur en IA générative pour Vinci, mais on l'a fait de manière très très pragmatique et à chaque fois pour apporter de la valeur au business. Et donc c'était vraiment, si vous ne l'avez pas encore compris, le cœur de cette intervention. Comment on passe du volume à la valeur, c'est en utilisant tous les ressorts de la data et de l'IA traditionnelle et l'IA générative. Merci à tous. Merci.